Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, cher Macron. Et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main.
bien, tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Chef Macron, chef Macron, chef Nous Macron. vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. Et c'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui Salut à tous, c'est la revue de presse du monde moderne, bienvenue, Bajnet comme on dit ici, maintenant vous le savez, pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui découvrent cette revue de presse, on lit la presse des milliardaires avec vous tous les matins pour savoir comment on nous parle et mon Dieu, quelles sont les nouvelles qu'il faut retenir pour parler à la machine à café avant la fin du monde. Alors aujourd'hui on va parler faits divers dans la presse de Bernard Arnault, évidemment, un peu moins visible à la une des journaux, les pronostics de l'INSEE. Ah ouais, la croissance est en berne en France, n'en déplaise à Bruno Le Maire. On va parler également du Liban, un pays qui ne va pas très bien, de mines de lithium. Ah mais oui, mais comment on extrait le lithium au fait ? De Renaissance, le parti qui n'existait pas, enfin pas vraiment, vous allez voir, c'est compliqué pour eux. De l'aile gauche de la Macronie. Vous savez, c'est ce truc qu'on n'a jamais vu. Un peu, il y a une théorie du complot sur l'aile gauche de la Macronie. On va parler de 49.3 et de motion de censure avec Yannick Jadot très en forme hier, qui explique que non, le mieux, c'est de déposer une motion de censure que les autres oppositions ne peuvent pas voter. Comme ça, on est sûr qu'elle ne passe pas. Sacré Yannick. Ah là là, c'est génial. Bon, en tout cas, merci à tous d'être présents ce matin pour la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas dès à présent à partager le lien de ce stream, à hurler sur votre balcon, dans la rue, sur votre terrasse, que sais-je encore, dans votre grande propriété, dans votre piscine peut-être, ou bien à la plage. C'est la revue de presse du monde moderne, c'est génial, je l'adore, vous feriez bien d'en faire autant. Je ne connais pas Jean-Louis Desange, non, mais je devrais, parce que c'est vrai que là, niveau coiffure en ce moment, c'est quand même, j'ai l'impression d'être un peu Boris Johnson du pauvre.
Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et vous savez quoi, hein, je mets une cravate déjà, c'est quand même beaucoup. Pour certains, ils pourraient dire que c'est déjà beaucoup. Parce que je ne joue pas du piano debout, je vous fais l'info assis, mais avec une cravate, de manière très sobre. Et d'ailleurs, tant pis, hein, c'est voilà. Qu'est-ce que, même moi j'en ai rien à foutre. C'est vous en fait. Mais vous voulez que ce soit comme sur BFM avec de la lumière propre et tout là? Est-ce que vous voulez? Tiens, je vous mets en avant-première puisque vous êtes méchant, gentil. Jacques David, l'air du temps. Dans l'air du temps. L'air de l'air. Comme vous êtes comme ça, hein, donc comme j'étais en train de vous dire de vous abonner, mais vous en foutez, donc et vous avez bien raison d'ailleurs. Voilà, le vieux Elzedo qui a fait chez Macron, hein, cette intro hypnotique qui peut rendre certains fous et qui fait danser les autres, la fin de l'abondance. Eh bien, Elzedo nous a fait un générique pour une émission. Vous savez, je vous ai parlé de C'est de la merde, puisqu'il y a C'est dans l'air, c'est politique, c'est à vous. Et nous, on va avoir C'est de la merde, hein, pour parler de Télémouton. Et regardez, vous allez me dire ce que vous en pensez de ce générique. Moi, je suis assez fan. Je vous le mets, et puis après, on débrief. On le mettra tout à l'heure pour de vrai. Attention, c'est parti. Ah bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Bah alors. Ah si, tout est comme ça. Voilà. Bon, c'est bien quand même. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, désolé, hein, j'ai un peu merdé. Mais on le remettra tout à l'heure. Évidemment. Je trouve ça assez classe. Voilà. Merci Elzedo. C'était à chier, on peut le dire. Merci. Ça marche toujours. Depuis les nuls, hein, on n'ose plus faire d'humour un peu scato, mais ça marche toujours, hein, le prout. Hein, ça fait rire de 7 à 77 ans, comme on dit, quoi. Voilà. Le côté Groland. Voilà, c'est assez magique. Classe n'est pas le mot, non, c'est pas classe du tout, mais c'est pas grave, ça nous fait rire, on est taquin ici, que voulez-vous. Vous êtes 22 000 à nous suivre sur Twitch, presque 80 000 sur YouTube, je vous en remercie infiniment. Et vous pouvez bien sûr vous abonner ou partager le lien de ce stream si le cœur vous en dit, hein, et puis si ça vous plaît. Allez, on commence cette revue de presse avec aujourd'hui en France, Le Parisien, le journal qui appartient à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, qui joue à cache-cache avec ses gros avions et ses gros bateaux. Et alors, Le Parisien aime bien mettre en avant quand même plutôt les faits divers ou le foot. Hein. C'est rarement une une sur ah tiens, vous allez prendre une douille, la retraite à 65 ans. Non, ça, Bernard Arnault préfère ne pas trop en parler ou pas le mettre en une vraiment, quoi. Donc là, évidemment, le meurtre de Justine, un terrible drame, encore une fois. Alors là, Zemmour est emmerdé parce que c'est pas un francocide, puisque c'est un Français blanc qui s'appelle Lucas qui a tué Justine. Une histoire terrible, bien sûr, de sortie de boîte de nuit, de passion triste et de drame. Voilà, en faire une, le terrible scénario. Bon, bah. Déjà oublié, presque la petite Lola. C'est assez terrible ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que les faits divers s'accumulent. Les drames personnels, familiaux s'accumulent et on en fait des unes. Vous savez, c'est quand même... Le fait divers, c'est pas de l'info en tant que tel. Ça dit quelque chose de la société, certes. Ça dépend aussi de quel fait divers on veut mettre sous la loupe. Mais c'est pas vraiment de l'info. Évidemment que ces deux affaires n'ont rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que dans la presse, on appelle ça des faits divers, même si c'est dramatique, et je ne veux pas minimiser évidemment l'horreur de ces deux meurtres terribles. Mais c'est pas de l'info. Ça dit quelque chose de la société. Alors, ce qu'il dit, c'est le débat, évidemment, qui s'en est suivi. Et puis là, voilà, le fait de dire encore de la violence. Gérald Darmanin, qui est quand même le ministre de l'Intérieur, qui est censé s'occuper de la sécurité des Français. Alors lui, il a tweeté hier, il était super content parce que les policiers avaient chopé 4 guetteurs,
qui ont eu droit à des travaux d'intérêt généraux. 4 guetteurs en disant voilà, hein, c'est ça la lutte contre la drogue. Bon, alors le guetteur, c'est quand même ce qui se fait de plus bas dans l'échelle du trafic. Pour le moment, ça arrive quand même globalement assez facilement dans les ports et c'est distribué quand même assez bien un peu partout en France. Je ne sais pas si Gérald va s'attaquer aux mafias et aux cartels, ça c'est un autre boulot. Mais en tout cas, la police est fière de choper des guetteurs et des mamies qui cultivent du cannabis pour s'occuper, parce qu'elles n'ont pas envie de tricoter des pulls. Bref, voilà, ça crie à rat. Ah. Oui, c'est bien payé, guetteur. Il t'a juste à faire ah quand la police arrive et courir avec ta chaise Décathlon. C'est plutôt pas mal. Le chanvre nous sauvera. Je ne sais pas, la drogue c'est mal. Hein. Globalement, c'est pas un truc qu'il faut faire. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça mal. Mais après, alors surtout la cocaïne, non. Hein. Bon, éventuellement, le chanvre en biodynamie, en filière courte, locale, territoire de progrès, tout ça, pourquoi pas. Mais quand même, la coke, quand tu sais que c'est des mecs de l'Institut Montaigne qui tapent, ça rend con. Hein. C'est des drogues qui rendent con, donc c'est pas la peine. L'aile gauche de la majorité s'inquiète. Ouais, justement, des fois, il faut arrêter même la fumette, les gars. Il n'y a pas d'aile gauche dans la majorité. Non, la majorité, c'est la droite. Il n'y a que les mecs de LR qui ne sont pas d'accord avec Macron pour faire croire qu'ils sont dans l'opposition. Mais en gros, il est de droite. Hein. Et il est de droite, et en plus, il va draguer à l'extrême droite et à la droite de l'extrême droite. Mais tu as quand même des mecs qui pensent encore qu'ils sont l'aile gauche de la majorité. Ah ouais, parce qu'en fait, bon, évidemment, Macron a dit, bon, les LR, on arrête de jouer, vous venez avec moi maintenant, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Alors les LR disent, bah non, nous le chef, c'était De Gaulle, c'était Chirac, c'était Sarkozy, c'était Xavier, c'était, comment elle s'appelle, celle qui a fait campagne, là? Valérie Pécresse, c'est ça nos chefs, nous. Ah bah c'est moi le chef, c'est ce que je te dis, viens maintenant. Ah ouais, merde. Ben, ok, on arrive. Combien tu nous payes pour rien faire? Parce que vous allez voir, les LR, ils siègent pas beaucoup à l'Assemblée nationale. Objectivement, non. Alors, bon, je vais pas vous lire l'article, parce qu'il n'y a rien à dire. Globalement, non. Ce qui est dingue, c'est qu'à la fois des médias et des gens dans la politique pensent qu'il y a une aile gauche à la Macronie, qui est quand même un parti et de droite et de droite. Et d'ailleurs, c'est très simple. Hein. Dès que vous dites ni droite ni gauche, clairement, il y a un loup. C'est que généralement, il n'y a pas de gauche. Ou très peu. Hein, c'est vraiment très peu. Donc là, le mec t'explique qu'il va flinguer les retraites, qu'il va flinguer la sécurité sociale, l'assurance chômage, qu'il est en train de faire une guerre, tout simplement, à la République sociale, mais pour sauver nos valeurs, qui sont l'ordre et le travail. C'est pas nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas ordre et travail là-dedans. Oui, mais sans l'ordre et sans le travail, pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité. Ah ouais, non mais la secte des osoteurs, ça suffit. Hein. Franchement, donc non, il n'y a pas d'aile gauche à la majorité, rassurez-vous, tout va bien, vous êtes de droite si vous bossez pour Macron. Et c'est d'ailleurs tout à fait noble d'être de droite, il n'y a aucun problème avec ça, mais arrêtez vos conneries. Dans le doute quand même, les Républicains se préparent à une dissolution. Hein. Ils sont quand même pas sûrs, pas certains que ça tienne l'hiver, cette affaire. Hein. Ça dépendra un peu de... Bon, là, ça va, il fait chaud et tout, c'est en une de Libé. On a un été indien, mais ils appellent ça maintenant le réchauffement climatique. Mais là, attention, on garde un œil attentif. L'idée, c'est que s'il y a un jour une dissolution, on soit prêt à présenter des candidats partout. Au siège du parti, les Républicains, on a du mal à croire qu'Emmanuel Macron, privé de majorité absolue, puisse avoir envie de convoquer de nouvelles législatives sous peu. Mais dans le doute, un travail de recensement des possibles candidats a été entrepris. Selon Alain Marlex, attention, c'est pas l'autre Olivier Marlex, qui est patron des LR à l'Assemblée, lui est ancien secrétaire d'État à l'intérieur et spécialiste de la carte électorale, la droite aurait pu gagner une quarantaine de circos supplémentaires aux dernières législatives. Ce travail minutieux avait été fait comme il fallait. Mais la droite se repose un peu sur ses lauriers. Hein. Déjà, les mecs, ils ont cru qu'avec une candidate comme Valérie Pécresse, ils feraient un score. Vous m'avez manqué! Ah, le vote, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien! Elle vous manque, Valérie Pécresse? Moi, là, tu vois, je me rappelle son grand discours, là, qui était mais un fiasco. C'était gênant pour tout le monde. Hein. Et je me dis, je devrais en faire un même, quand même. Je devrais avoir une petite Valérie Pécresse qui traîne, comme le lundi, c'est la magie. Il faut que je travaille à illustrer un peu cette revue de presse. Voilà. Donc les LR se tiennent prêts à une dissolution. Hein. L'armée des Républicains
prête à défendre l'intérêt des Français. Alors, dans son grand blabla à France 2, vous vous rappelez, le président Roy avait expliqué que non, mais bien sûr que vous allez travailler jusqu'à crever, mais pas pour rien. Vous n'aurez pas que des clopinettes, vous aurez aussi droit à des dividendes, comme les actionnaires. Ah oui, mais alors le problème, c'est que le dividende salarié, en vrai, les patrons n'en veulent pas, hein, ou très peu, ou vraiment à la marge. Alors c'est Olivier Dussopt, Olivier Dussopt, qui va être chargé de les convaincre. Donc, tu sais ce que tu fais du dividende salarié. Voilà, comme le reste, hein, voilà. Comme la promesse de la semaine, voilà, de 4 jours. Exactement. Comme, oui, tes économies, tout ça pour les études des enfants, voilà, tu le mets au même endroit. Ah bah comme ta retraite, même endroit. Il n'y a plus de place, bah tu le mets quand même. Écoute, tu pousses, tu fais de la place. Donc voilà, le dividende salarié, ça n'existe pas. C'est comme l'aile gauche de la Macronie. Le Figaro maintenant, un groupe de presse, un journal quotidien qui appartient au groupe Dassault. Comment la hausse des prix change la vie des Français ? Comment ? Bah avant je mangeais, maintenant moins. Avant j'avais une voiture, maintenant j'en ai plus. Je n'ai plus rien mais je suis heureux. Non en fait j'ai plus rien mais je suis très en colère. J'ai gardé ma fourche, hein, au cas où. Ça peut toujours servir. Pour le reste, c'est quand même pas énorme. Vous me mettez des news dans le chat, attendez. Quoi ? On a repéré une division américaine. Oui, bah ça m'étonne pas. On va parler de l'Ukraine, évidemment, et du fait qu'aux États-Unis, démocrates comme républicains commencent à s'inquiéter des largesses de Joe Biden avec Zelensky. En disant, mais où vont ces milliards ? On en a peut-être un peu besoin chez nous aussi. Vous allez voir, ça a un peu foutu les boules. Oui, on va parler du jeûne subi, évidemment, de la sobriété subie. Hein. Alors, les Français, l'inflation. Avez-vous le sentiment que votre pouvoir d'achat est impacté par l'inflation ? Non, 7%. Ça, c'est la secte des osoteurs. Tu peux plus rien pour eux. Hein. Les mecs, ils en sont à 4 doses et ils sont sûrs que Macron est un super président et qu'il n'y a pas d'inflation. Donc, bon, eux, on les a perdus. Hein. Ça va devenir une branche particulière de l'humanité. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est Macron en 2017, 2 fois, en 2022, 2 fois, j'en suis à ma 9e dose. Et ce sont d'autres trop, j'arrive plus à articuler. Ah bah voilà, c'est ça. Bon, bah, ça va être compliqué. Et tu vis bien sinon ? Oui, et je n'ai plus rien, mais je suis heureux. Ah bah c'est super. Et alors, la retraite ? Mais non, je travaille. Ah ouais, mais papy, quand même, 92 ans, c'est pas sage hein, de faire encore de la neurochirurgie. Je sais pas si... Mais si, c'est bon. Bon, bref, on les a complètement perdus. Donc non, alors le reste des Français, 93% quand même. Bon là, les mecs, oui, j'ai quand même le sentiment, mais c'est un sentiment diffus, que le pouvoir d'achat est un peu impacté par l'inflation, excusez-moi. Alors oui, beaucoup à 48%, hein. Oui, plutôt à 45%. Et dans les oui, beaucoup, alors là, tu as les CSP+, 55, les ruraux, 57, et les CSP-, 46. Pardon. Non, les CSP+, 46, j'ai des lunettes, ça sert à rien. Bref, globalement, il n'y a que 1% qui n'a pas du tout le sentiment que sa fortune est un... D'ailleurs, au contraire, hein, généralement, les milliardaires profitent de l'inflation pour faire des bonnes affaires, et donc ça marche bien. Mais le sentiment d'inflation touche quand même 93% des Français. 1% des Français n'en ont rien à battre. Bon, ça, c'est... on les connaît, on sait qui c'est. Hein. Enfin, non, parce que même Patrick Pouyanné, quand même, bon... Hein, à 6 millions par an de salaire seulement, hein, c'est pas évident quand même de s'en sortir. Hein, le monde, c'est difficile. Et il a eu raison de se plaindre. Hein. S'il l'ouvre pas, personne va l'ouvrir. Donc voilà. L'article du Figaro est un peu taquin. Ils ont ressorti la doudoune, enfilé un col roulé et s'apprêtent à se serrer la ceinture. Alors bon, par 30 degrés dehors, ça sert à rien, la doudoune et le col roulé, mais bon, c'est pas grave. On les a perdus, c'est les 7%. Oui. Mais enlève ton masque, on comprend rien de ce que tu dis. Ah, c'est pas ton masque, c'est le col roulé. Bah, écoute, j'y peux rien, je peux plus rien. On peut plus rien pour eux, je vous ai dit. Rhabillé pour l'hiver par le gouvernement, il commence à mettre en pratique le fameux triptyque « je baisse, j'éteins et je décale ».
Bon, ils sont taquins, le Figaro. Recommandé pour économiser l'énergie. En ces temps de fin de l'abondance... Et là, vous avez la chanson dans la tête. Je sais qu'il y en a qui ont la chanson dans la tête. Dès que vous entendez fin de l'abondance, c'est parti. Près de 3/4 des Français, 73%, ont réduit leurs dépenses de consommation courante. Ça, c'est un sondage Odoxa Backbone Consulting. Backbone Consulting. Putain, ça, c'est du nom de firme de merde. Hein. Bonjour, je suis leader manager chez Backbone Consulting. C'est quoi ton métier ? Leader manager chez Backbone Consulting. Sinon, tu peux aller me chercher un café, s'il te plaît, Michel ? Merci. Ok. Mais 12% des Français en ont marre de se faire donner des ordres pour aller chercher des cafés. Ta gueule. D'accord. Je te paye pour ça. Bon. Et donc, alors, Backbone Consulting, près de 2/3 ont même diminué leurs achats alimentaires. 2/3 ont limité leurs achats alimentaires. Bah oui. Hein, et font des réserves de carton. Mais ça, ils ne le disent pas parce que c'est pas encore une consigne du gouvernement de manger les emballages. Mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Donc gardez bien les emballages, hein, surtout ceux de Figolo, puisqu'ils ont absolument le même goût que le gâteau. C'est pareil pour les pépitos maintenant. Mais bon. Après, quant aux plus aisés... Alors attendez, parce qu'on se dit, eux, ça va. Non. Quant aux plus aisés, d'après une étude Harris Interactive pour Challenge, dévoilée en août, ce sont ceux dont l'inquiétude augmente le plus. Pardon ? Mais pourquoi ? De quoi t'as peur, en fait ? Qu'on vienne te manger, c'est ça ? Ah, c'est ça. Mais on n'est pas cannibale. On a encore plein d'emballages de Figolu à finir avant de venir te taper dans le gras. Calme-toi. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben non, mais la question du pouvoir d'achat, hein, c'est ce que l'on vit, mais aussi ce que l'on anticipe, commente Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut de sondage. Or, les classes les plus aisées craignent que demain soit plus dur. Ce sont les catégories de population qui sont les plus sensibles aux conséquences du quoi qu'il en coûte. Donc les plus aisés ont vraiment peur qu'on vienne les bouffer. Tu peux plus rien faire là. Les gens sont partis dans des délires. C'est pour ça que je vous dis, prenez pas tout ça trop au sérieux parce que la peur rend con. Et la peur est vraiment devenue un truc, tu vois, tellement c'est devenu un truc de gouvernement. Macron ne sait faire que ça. Attention. On est en guerre quand même. On va pas non plus débattre sur les retraites. On a autre chose à faire. Si, monsieur le président, je crois qu'on va quand même débattre sur les retraites. Et donc là, voilà, t'as quand même les plus aisés qui ont quand même super les boules. Alors, ils disent pas de quoi. Non, mais ils ont peur de perdre leur pognon parce qu'ils sont assis sur un tas de noisettes qui valent rien, en fait. Si encore c'était des noisettes, tu peux les manger. Mais là, ton euro, à quoi il sert ? Il va être encore dévalué par rapport au dollar. Vous allez voir, on va parler de Christine Lagarde aussi. Donc, n'ayez pas peur. Puis de toute façon, ça sert au point où on en est, ça sert plus à rien. Les Républicains, tiens, on parlait de tout à l'heure, décidaient d'être plus présents sur les bancs de l'hémicycle. Les gars, ouais, ça se voit qu'on fout rien. Non, mais non. Non, parce que franchement, moi, j'ai fait un gueuleton là avec Laurent Wauquiez, là, c'était vachement bien. Ah, on était bien reçus. Hein. Vous savez, le petit festin du président de la région Auvergne, le baron, le seigneur local, 100 000 boules plus 48 000 boules pour un consultant luxe pour faire un petit gueuleton dans un château à 1100 € la tête. Tiens, t'aimes bien les andouillettes, toi ? Ah ouais, non, c'est saucisse aligot. Ah, on a mis les petits plats dans les grands, mais non, 1100 balles, le convive pour soigner son réseau, pour être le prochain président. Le problème, c'est que vous aviez des patrons de presse qui étaient invités, bref, mais il y a des élus locaux qui n'ont pas été invités, qui ont tiré la gueule, qui ont craché le morceau à Mediapart. Voilà, résultat, les Républicains, bon, à part faire des gueuletons et se mettre d'accord sur qui ils vont tuer et qu'est-ce qu'on fait de Sarkozy, ils ont dit non, on va quand même aller bosser à l'Assemblée, ce serait bien. Et c'est Olivier Marleix qui a dit venez les gars, venez, il faut qu'on pèse un peu dans les débats quand même. Avant de dire qu'on est quand même une force politique majeure, ce serait bien qu'on fasse quelque chose au sein de l'Assemblée nationale. Donc ils sont bien décidés à être plus présents. Alors on va regarder s'ils seront plus présents dans la suite des opérations. Pour le moment, c'est comme d'habitude. Ils ont pris des mauvaises habitudes, les Républicains. Vraiment, ils ont pris l'habitude d'être au pouvoir depuis trop longtemps et se disent « Oh, mais les Français nous adorent, c'est bon. De toute façon, les Français sont de droite, de toute façon. » Ça dépend laquelle, ça dépend comment. Donc ça passe plus. C'est bien, il y a des trucs qui passent plus. Enfin, ça passe quand même. Emmanuel Macron, accusé par la NUP de propager des fausses informations. Alors, je suis très emmerdé avec la NUP, parce que je ne sais pas s'il faut dire NUPS, NUPES ou NUP. Et je ne sais pas, eux, ce qu'ils veulent qu'on dise. Si vous savez,
Dites-moi. Mais ce nom est vraiment pourri, il faut trouver autre chose. Il faut vraiment trouver autre chose. Alors, avec ces lettres-là, on peut faire pneu. On peut faire supen. On peut faire Nepsu. Nepsu, ça fait un peu plus, tu vois, le rappeur Nepsu sort un nouvel album. Ouais, je suis social-démocrate, je ploie des lois contre les technocrates. J'ai voté contre Macron, ils nous prennent trop pour des cons. Nepsu, ça fait Necfeu, quoi. Bon, en rap, je suis lamentable. Hein. Pénus, très très bon nom, bravo. Qui a sorti Pénus? Agent Orange 69. Putain, tu gagnes un t-shirt, sérieux. Tu m'envoies un message en privé, tu gagnes un t-shirt. Pénus, bordel. Mais oui, la Pénus, c'est beaucoup mieux. Oh là 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 là, j'adore. Donc oui, pourquoi la Pénus? Enfin la NUPS, enfin la NUPES, pourquoi pourquoi ils ont ce nom tout pété. Bon, parce qu'ils sont pas d'accord de rien entre eux. Hein. Vous allez voir, Yannick Jadot, il veut jouer solo. Fabien Roussel, on le présente plus. Hein. Une bonne bière, une bonne viande et une bonne opposition qui sert à rien. Oui, ça va aussi. Et là, non, Macron a vraiment menti. En fait, il a fait croire que la NUPES, le Pénus, avait... avait changé sa motion de censure pour que Marine Le Pen puisse la voter. Ce qui est totalement faux, évidemment. Mais Macron l'a dit sur France 2, tranquillement. Hein. Lui, c'est Master Fake News. Hein. C'est le président, quand même, le mec qui disait « Mais jamais le pass sanitaire servira pour vous fliquer, pour aller au cinéma, j'ai des amis, vous sortir de chez vous. Jamais !» Ah bah si. Oui, mais c'est la science. Ça a beaucoup changé depuis. Avant, la science, c'était... on savait pas. Maintenant, la science, c'est... Donc, voilà. Donc, super. Donc, propager des fausses informations, oui, c'est vrai. Et alors, à ce propos, quand même, je vous mets Yannick Jadot, parce qu'il est fort. Il est fort, ce Yannick Jadot. Il essaye d'exister en disant « Ça suffit, les histoires de ZZ. Ça suffit, les histoires de petites phrases pour buzzer. Moi, ce que je veux, c'est une bonne motion de censure qu'il n'y a que moi qui peux la voter. » Bon, il ne le dit pas comme ça, vous allez voir, c'est très long, c'est chez Léa Salamé. Je vous le mets quand même, hein, ça me permet de reprendre ma respiration. Et ça vous permet, pendant que je mets Jadot, de faire autre chose, comme par exemple vous abonner, ou bien partager le lien de cette revue de presse, cramer bien sûr des points de chaîne, faire en sorte que on ait de plus en plus d'audience. Écoutez, moi j'en ai assez en fait, du débat sur le Rassemblement National et des uns et des autres qui se renvoient la responsabilité vous l'avez fait des aussi, alliances. Pardon, Yannick Jadot, vous avez tweeté... Non, attendez, je veux bien que vous en ayez ras-le-bol, mais vous l'avez vous-même tweeté. Hier, vous avez tweeté, vous sembliez mal à l'aise, vous avez parlé de pathétique bouillie tactique et de banalisation des voix du RN. Si vous voulez, vous ne pouvez pas contrôler le vote du Rassemblement National. Le vote du Rassemblement National, ça a permis à Emmanuel Macron de faire passer sa loi sur le pouvoir d'achat. Donc, simplement, effectivement, construisons des votes qui, sur des motions de censure, ne jouent pas l'alliance avec le Rassemblement National. Et de ce point de vue-là, il y a malheureusement, à la France insoumise, j'ai l'impression, une stratégie qui vise à rassembler l'ensemble des oppositions pour faire tomber le gouvernement. Ça n'est pas la position des écologistes. Mais nous sommes dans une situation dramatique. En Italie, l'extrême droite est passée avec la droite. C'est probablement ce qui va se passer en Espagne l'année prochaine. Bolsonaro va peut-être finalement gagner les élections au Brésil. Si nous n'arrêtons pas cette brutalisation du débat politique, cette instrumentalisation du Rassemblement national, y compris pour justifier nos faillites sur le fond et sur nos pratiques politiques, c'est le RN avec la droite qui gouverne. Mais le message il est adressé à qui? À Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que le message il est adressé à Emmanuel Macron? Le message il est adressé à toutes celles et tous ceux qui se pensent dans le Est-ce que le texte de la motion de censure a été changé? On me dit non. Mais députés écologistes disent non. La prochaine fois, la leçon, c'est qu'on fera une motion de censure qui sera invotable par le Rassemblement national. Voilà, donc Yannick Jadot, tu sais pourquoi on l'entendait plus là, ces derniers temps quand même. Je vous mets le jingle, hein, comme ça on est sûr qu'on était sur une bonne chaîne de télé, de radio. Attention, c'est parti. Voilà.
C'est quand même formidable. Le mec t'explique que, oui, non mais attends. Après, c'est un bon analyste politique. Hein. Si on ne fait rien, si on continue comme ça, c'est sûr que c'est Marine Le Pen qui fera alliance avec machin qui va gagner. Bah oui. Globalement, oui. Hein. C'est assez terrible. Voilà. Amis de la poésie, bonsoir. Mais non, c'est nul. Oh, c'est très bien. Écoutez, ça fera débat. Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un peu trop anounesque? En même temps, hein, on en est à ce niveau-là, donc autant mettre les pieds dans le plat directement, hein, et arrêter de faire semblant. C'est nul, c'est top, j'aime bien, c'est anounesque, c'est parfait, j'adore, ça vous fout le seum, ça fait un débat, génial. Sondage, allez, sondage pour valider le jingle, je suis tout à fait d'accord. Où est-ce que je fais un sondage? Faire un sondage. Hop, allez, nouveau sondage. Alors, attends. Oui, non. Ouais, c'est simple. Oui, non. Allez, attention, c'est parti. Vous avez 2 minutes pour voter. C'est parti. Le quoi? Ah, le compte. Ah. Voilà. C'est parti, voter. Oh, attention. Oh là là, vous votez. Je vois que c'est un grand débat. Hein. Oui, j'ai le micro, ça y est, vous inquiétez pas. N'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais. Vous avez 2 minutes. Pour le moment, le oui l'emporte avec 164 voix, 180. Ah, le non est en train de monter. Attention. Ah, le oui est quand même majoritaire. Hein. Je suis désolé, c'est le fait majoritaire. Le train de la hype vient de démarrer d'ailleurs, puisqu'on vient de faire un sondage. C'est n'importe quoi, j'adore. J'adore ce truc. Un sentiment de diffus. J'ai voté 10 fois. Non, non, mais c'est n'importe quoi ces votes. On dirait des vrais votes. Les gens, ils votent 10 fois, ils n'ont pas la carte d'électeur. En plus, c'est des votes électroniques. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors, où est le sondage? Il est dans le chat. Si vous je ne sais pas comment on fait pour l'annoncer. Pas eu le sondage. Mais si, vous pouvez le retrouver. Bon, ça y est, hein, on est quand même sur une victoire du oui. Hein, on garde ce générique. Mais peut-être je vais être obligé de flouter le mot qui ne respecte pas les consignes de la communauté. Ah, un chien a voté. Bravo. Le chien Douglas a voté. Je vois qu'on est... Il y aura la Coco hein, qui départagera les votes à la fin du vote, évidemment. Remettez le générique. Ah bah, je remets le générique pour ceux qui l'ont raté, comme ça vous saurez de quoi on parle. C'est ce générique-là. Faut-il le garder ou est-il trop vulgaire ? Bon, eh bien, pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est le oui qui l'emporte à 75% avec 799 votes contre le non à 25%, 271 votes. Donc on le garde, tant pis pour vous, peut-être je flouterai quand même, tout simplement, le mot qui ne respecte pas les consignes de la communauté. Voilà, ça c'est la démocratie qu'on aime. Oui, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la démocratie. En tout cas, c'est de la rigolocratie. Ça permet de voir où on est. C'est trop violent, le prout est excellent. Mais oui, merci Elzedo. Enfin, évidemment. Au moins, je vous demande si ça vous va ou pas. Et vous me répondez. Et je trouve que voilà, on est très bien. Allez, motion de censure. Il y en a qui veulent faire des motions de censure. Il n'y en a pas ici. Non, c'est la proutocratie. Vous êtes naze. Ah là là, quelle communauté formidable et modernos. Tiens, d'ailleurs, il y a un train de boost qui commence, donc c'est le moment. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse. On va bien se marrer. Alors, à Renaissance, la fin du mythe des 400 000 adhérents. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un drame comme la Macronie sait les faire. Le parti présidentiel lance une campagne d'adhésion. Parce que même chez eux, ils se sont dit, non mais
on est une secte, d'accord, mais on peut pas croire, nous, quand même, on essaie de faire croire aux autres qu'on est à 400 000 adhérents, mais on ne peut pas croire, nous, qu'on est à 400 000 adhérents. On sait très bien. Donc, c'est la fin du mythe. Alors, le mythe, quand même, il se raccroche au mythe en disant « Oui, mais à l'époque où c'était La République En Marche, où c'était les initiales d'Emmanuel Macron, il y avait quand même 400 000 adhérents. Hein. » Alors, c'est des mecs qui avaient cliqué pour voir c'est quoi ce bordel. Bon là, ils sont vraiment loin des 400 000. D'ailleurs, voilà ce que dit l'article. Musique tapageuse, écran géant, drapeau européen. C'était le 17 septembre dernier. Les macronistes mettent en scène la transformation de La République En Marche en Renaissance. Sur la longue estrade du Carrousel du Louvre à Paris, l'eurodéputé Stéphane Séjourné est investi secrétaire général du nouveau parti présidentiel. Avec 83% des suffrages exprimés, ouais, c'est comme pour le générique. Sans enthousiasme, c'est proche. Mais son entourage se garde bien de communiquer le nombre de votants. Ah oui, parce que là, vous allez voir, 400 000, non. En coulisses, les membres de l'organisation finissent par en convenir. L'opération a fait un flop. Seules quelques 12 500 personnes ont participé à ce scrutin fondateur sur environ 27 000 inscrits. Ouais, sous le nom d'adhérents certifiés. Parce que voilà, c'est adhérents certifiés, c'est encore un autre truc. L'époque est révolue où les macronistes pouvaient brandir le chiffre de 400 000 adhérents en ligne. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Eh bien là, ils sont en train de faire une campagne de recrutement. Visage d'Emmanuel Macron, imprimé sur 200 000 affiches, charte des valeurs. On zozote d'abord, ensuite on parlera de la transition sur Sirius, et puis on va parler de la retraite. Est-ce que tu aimes travailler à la retraite ? Est-ce que tu aimes le retrail ? La retraite travail, ouais, super. Tu connais Emmanuel Macron ? Meilleur président que la France ait jamais connu. Ouais, je le connais, ouais, je le connais. Pourquoi tu as une fourche, toi ? Oh bah, c'est pour mon jardin bio, voilà. C'est une coalition, je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Charte des valeurs, 500 000 tracts vantant l'action du chef de l'État pour le pouvoir d'achat. Bon, il y a 1% des Français pour qui, oui, le pouvoir d'achat n'a pas été impacté. Le sentiment d'avoir perdu quand même pas mal de flouze depuis que Macron est président. 1%. Le 1%, donc ça fait, voilà. Le plan de communication doit se déployer à grand renfort de déplacement de Stéphane Séjourné qui sera en campagne samedi à Lyon. Personne n'imagine toutefois retrouver les 400 000 adhérents de l'âge d'or de la REM, les formations alliées à Renaissance, Horizon et le Modem. Ne revendique-t-elle pas le bilan modeste de 11 000 et 20 000 membres ? Bon, on est 22 000 ici sur la communauté Twitch, on peut faire mieux. Hein. On peut faire plus que la REM, Horizon et le Modem tous ensemble. Hein. Il suffit de se coaliser. Et après, on fera une newsletter, des tracts, on aura un gros programme et tout. Voilà, ça va être génial. Et qu'est-ce qui se passe alors ? En privé, Emmanuel Macron, président d'honneur de Renaissance, juge les partis de masse dépassés. C'est dépassé, les partis de masse. C'est dépassé. Ouais. Bon, disons que c'est vraiment pour toi, c'est ton truc, quoi, mais... Oh là là, on a boosté avec 1500 recommandations. Merci les gars. La commu est top, franchement. Comment ce type a pu être élu 2 fois ? Bah, c'est ce qui s'appelle l'effondrement. Hein. C'est que tu arrives à un niveau où tu te dis, voilà. Oh, les partis de masse, c'est complètement dépassé. Hein, Brigitte ? Qu'est-ce que tu dis, Loulou ? Je suis en train de remettre un tableau, là. Oui, c'est bien, c'est joli aussi, ça. J'aime bien sa couleur, là. Oh, ça va bien avec tes cheveux. Non, mais sérieux, quoi. L'affaiblissement de la vague Macron de 2017 est passé par là. Tout comme le nouveau principe d'adhésion payante, 30 € par an selon le tarif normal. Les cliqueurs, selon le mot acerbe du sénateur François Patriat, sont devenus payeurs. Et oui, on ne clique plus pour voir ce qui se passe. Non, franchement, c'est assez terrible. Ces dernières semaines, les responsables de Renaissance ont éprouvé ce nouvel obstacle. Ils se sont efforcés de pousser les membres de la REM à convertir leur adhésion en cotisation. Stéphane Séjourné a dû hausser le ton le 11 octobre devant les députés du groupe. Parmi les 170 parlementaires, tous n'avaient pas encore fait les démarches. « Je suis atteint de phobie administrative », s'excuse l'un d'eux. Moins engageant que l'adhésion à un statut sympathisant a été créé. Voilà. Pour gonfler les effectifs, les stratèges macronistes, alors ça c'est les meilleurs. Les stratèges macronistes, tu sais qu'avec eux, t'es dans le dur. Hein. Alors, ils jouent la carte de l'incitation, le nudge. Hein.
Un peu d'ingénierie sociale. Ah, mais attention, on va vous faire un pass QR code si vous êtes adhérent, seulement si vous êtes adhérent pour la 4e fois. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Avec la nouvelle organisation décentralisée, les sympathisants doivent adhérer s'ils veulent pouvoir élire fin janvier leurs représentants départementaux. À Paris, le ministre délégué au transport, Clément Beaune, tenté par une candidature au municipal, encourage ses soutiens à rejoindre le parti pour peser en interne. Et puis, surtout, les prétendants aux responsabilités locales l'ont bien compris, plus ils multiplient les adhésions, plus ils disposeront de voix et d'un important budget alloué à leur fédération. Des sous-sous, eh oui, si tu adhères, tu as des sous. Voilà. Bon, si vous vous abonnez, vous avez la revue de presse du monde moderne qui dure et qui dure et qui dure. Et puis toujours mieux. Des nouveaux formats, des trucs, vous allez voir. Mais c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas cette promesse politique quand même qui permettait d'aller beaucoup plus loin. C'est dommage. Mais bon. Si on est 2000 en live tous les matins, Loïc Chéniaud pour la raclette, ce serait génial. Là, on n'est que 1800. Il faut faire encore un petit effort. On peut y aller. On peut le faire. Aux États-Unis, là c'est une bonne nouvelle, de plus en plus de voix remettent en cause l'aide à l'Ukraine parce que la guerre qui dure, finalement, ça coûte cher et ça finira que tout le monde se mettra autour d'une table pour dire bon, on récupère la frontière là, toi tu t'en vas, tu récupères tes chars, tes machins, et voilà. Entre-temps, ils seront nombreux à s'être entretués. Aux quelques républicains qui décriaient l'ampleur des sommes versées à Kiev s'ajoutent maintenant les démocrates également. Et regardez, ils ont écrit une lettre à Joe Biden. Pardon. Les derniers signes en date du flottement sont venus du camp démocrate. 30 parlementaires appartenant à l'aile gauche du parti ont publié lundi une lettre ouverte à Joe Biden lui demandant de revoir sa stratégie en couplant le soutien militaire et économique que les États-Unis ont apporté à l'Ukraine avec une diplomatie vigoureuse pour rechercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu. Ça commence un peu à tirer dans tous les sens. D'autres élus démocrates ont critiqué cet appel à peine voilé à des pourparlers directs avec Moscou et les signataires ont aussitôt retiré leur texte. Oh, vous n'avez pas le droit de dire ça. Non mais la censure. Mais si tu as le droit de vouloir la paix. Tu as le droit de dire il faut arrêter très vite ce massacre. Mais non, pas si tu es démocrate. Faut pas déconner. Il y a Hillary Clinton et Obama qui sont là pour dire non, on veut la guerre. On veut beaucoup de guerre. Beaucoup. Mais cet appel est un signe clair de lassitude après 8 mois d'une guerre financée en grande partie par l'argent des contribuables américains. Les arguments avancés par les signataires, membres du groupe progressiste mené par Pramila Jayapal, sont que le conflit a alimenté l'inflation et les prix élevés du carburant pour les Américains ces derniers mois. Sachant que Joe Biden est en train de puiser dans les réserves stratégiques américaines pour faire en sorte que le prix du pétrole n'explose pas, que l'inflation n'explose pas, même si c'est déjà le cas, pour limiter la casse aux midterms, ces élections de mi-mandat, qu'il risque de perdre de manière catastrophique. Et donc, si la situation en Ukraine se stabilise, elle entraînera probablement une baisse des prix mondiaux du pétrole. Nous pensons également qu'il est dans l'intérêt de l'Ukraine, des États-Unis et du monde d'éviter un conflit prolongé. L'alternative à la diplomatie est une guerre longue avec ses certitudes et ses risques catastrophiques et inconnus. Voilà. Catastrophiques et inconnus. Donc les Américains, au moins certains qui ont encore les lumières allumées, se rendent compte que la stratégie d'une guerre totale est longue et dangereuse. Après, il y a les faucons de Washington qui, pour eux, la guerre, c'est super. C'est des sous. C'est des sous, ma bonne dame. C'est surtout des sous. D'ailleurs, notre présirois était à Bourges pour tester l'économie de guerre. À Bourges, il y a MBDA, on produit les canons César. Et il est allé voir un peu comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'on peut se mettre en économie de guerre? Est-ce qu'on peut produire plus de canons César? Parce qu'on en donne évidemment aux Ukrainiens pour les aider dans leur effort de guerre, sans se mettre en danger, nous a dit le président. Et puis regardez, il y a la petite photo, il a regardé la taille des douilles pour voir laquelle il nous mettait directement. C'est quoi ça? C'est des LBD? C'est des trucs, je peux mettre ça où? Ah ouais, c'est pas mal, ça, disons. Et taille des douilles. Donc vous êtes prévenus. Oui, ça fait un peu... on peut se tromper. S'il n'y avait pas le mec de Nexter en face, tu dis, ah, tiens, je suis qu'est-ce que t'as ramené de Bourges? Oh, c'est des trucs pour mettre dans les canons. C'est super. Voilà, bon, c'est... Voilà, désolé. Allez, non mais je ne pouvais pas la rater cette photo.
Sinon, c'est l'imam Iqiyoussen, où est-ce qu'il est? Alors, la justice belge libère l'imam Iqiyoussen de prison. Eh oui, les Belges l'avaient mis en tôle, mais finalement, après le refus de le livrer aux autorités françaises, pense à Gérald Darmanin, la justice belge sort de détention l'imam Iqiyoussen et le place sous bracelet électronique. Il court, Iqiyoussen, nanana. Il est où l'imam? L'imam est sous bracelet, comme Nicolas Sarkozy. Ah, d'accord. Nouveau rebondissement, voilà, donc les avocats d'Hassani Iqiyoussen ont plaidé que l'intéressé n'aurait pas de procès équitable en France en raison des déclarations du ministre Darmanin et qu'il n'y avait pas d'équivalent en Belgique au délit de soustraction, une mesure d'éloignement. Et ça a été retenu par la justice belge, voilà. Sachant qu'il n'a plus de titre de séjour en France et qu'il n'en a pas en Belgique, le cabinet du ministre belge de la Justice soulignait qu'il serait expulsé au besoin pour la procédure sur les prédicateurs de haine étrangers. Donc voilà, on attend de voir ce que font les Belges, mais en tout cas, ils font pas la campagne de Darmanin pour 2027, ça c'est sûr. Déjà que lui, il a du mal. Inflation, la BCE navigue à vue. Bon, ça, on l'avait vu, hein, c'est pas la peine de nous le dire, on avait compris. Donc, Christine, qu'est-ce qui se passe, Christine? Alors, c'est Christine Lagarde, qui est patronne de la Banque Centrale Européenne, qui a fait de l'argent magique pendant le Covid, qui fait que maintenant, on a de l'inflation. Une petite bosse, a hump, comme disait Christine. The hump, which is now a high peak, eh bien, c'est le Figaro, tout ça. Voilà ce que dit le Figaro. Bon, elle ne veut pas argumenter sur les discours politiques, puisque tout le monde a dit qu'elle faisait un peu une politique pourrie. Elle rappelle que nous faisons ce que nous avons à faire, une banque centrale doit se concentrer sur son mandat, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir la stabilité des prix, sans ignorer pour autant les inquiétudes sur une récession, qui seront prises en compte dans la prochaine décision de décembre. Donc juste avant Noël ou après, les mecs vont nous dire que bon, c'est une catastrophe pour l'économie européenne et que personne s'en sortira vivant. Mais ils attendent décembre. Le temps que toi, tu fasses des réserves de carton. Voilà. À l'affaire sur Hunter Biden, vous me parlez, oui, mais ça, il faudra en faire une vidéo entière pour expliquer qui est Hunter Biden et pourquoi l'élite démocrate est aussi corrompue. Outre la poursuite de la hausse des taux, le Conseil des gouverneurs discutera à ce moment-là de l'opportunité de commencer à réduire l'impressionnant bilan de quelques 8 800 milliards d'euros, dont 6 700 accumulés depuis le lancement de la politique de rachat d'actifs, le quantitative easing, en 2014, qui a pris fin au début de l'année. Quand même, hein, 8 800 milliards d'euros. Tu sais plus ce que ça veut dire. C'est... ouais. En attendant, les taux des obligations souveraines européennes retombaient fortement jeudi après-midi. Les marchés n'anticipent plus désormais qu'un taux directeur de la BCE à 2,65 au plus haut, contre 3% avant la réunion. Ils s'attendent à voir la fermeté fléchir dans le resserrement monétaire à partir de décembre. En revanche, l'euro perdrait jusqu'à 1% et repassera sous le dollar. Voilà. La BCE reste très vigilante de tout potentiel risque systémique au sein du système financier, en particulier hors du secteur bancaire. Bon, en gros, il t'explique que c'est quand même une énorme incertitude, avec une économie quand même bien défaillante, mais qu'il faut garder le moral. Eux aussi, ils ne prennent pas ça trop au sérieux, et c'est plutôt rassurant. Sinon, du côté de l'énergie, Elisabeth Borne dégaine un bouclier tarifaire pour les PME. Et oui, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des sous encore pour les boîtes qui ne peuvent plus payer, puisqu'on ne peut plus payer l'énergie, c'est trop cher. La politique du guichet unique pour les grandes entreprises, regardez, voilà, c'est l'article du Figaro, proposera des aides pouvant aller jusqu'à 150 millions d'euros touchés dès qu'une facture augmentera de 50% et que le groupe affichera une baisse de son excédent brut d'exploitation. Donc là, de l'argent pour les PME et les entreprises, il y en a. Sujet très sensible politiquement, notamment auprès des parlementaires, et les collectivités aussi ne sont pas oubliées. Elles bénéficieront d'une prolongation de l'amplification du filet de sécurité pour l'année 2023. Les mesures seront passées via un amendement au projet de loi de finances et elle explique que l'ensemble de ces nouveaux dispositifs coûtera 12 milliards d'euros, mais ça ne creusera pas le déficit. Hein. Tout est financé, assure-t-elle avec Bruno Le Maire. Comment ? Sur les 12 milliards d'euros, 7 milliards proviendraient des rentes prélevées aux énergéticiens dans le cadre d'une taxe exceptionnelle.
Le sujet demande à être éclairci. Le gouvernement a bien passé il y a quelques jours un amendement au projet de loi de finances pour une taxe exceptionnelle sur les producteurs d'hydrocarbures qui est censé générer 200 millions de recettes. Donc eux, ils t'expliquent qu'il y a 12 milliards, mais qu'avec la taxe, il y a 200 millions qui sont assurés sur les 12 milliards. Pour le reste, rassurez-vous, 3 milliards proviennent par ailleurs d'une enveloppe déjà provisionnée pour les aides existantes, notamment le premier guichet, et qui avait été peu utilisée, et 1,5 milliard d'euros restants avaient été budgétés en vue d'une prolongation du filet de sécurité destiné aux collectivités. Bon, alors 1,5 milliard plus 3 milliards, ça fait 4,5 milliards, plus 200 millions, ça fait un peu plus, ça fait 4 milliards sur 12 milliards. Ben oui, c'est nous qui payons. Eh oui. C'est budgété, vous inquiétez pas, les Français vont payer. Super. Libé, 30 degrés en automne, le redoux qu'on redoute. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore, même quand il fera chaud dehors. C'est l'été indien. Alors non, c'est le réchauffement climatique. Déconnez pas, 30 degrés en automne, c'est du jamais vu. C'est ultra déconnant, même si, maintenant c'est mort. Le GIEC et... Il y a une prochaine réunion, de toute façon il y en a eu tellement, à la fin ils ont dit de toute façon c'est mort, laisse tomber. Mais achète une voiture électrique, c'est mieux quand même, pour la mine de lithium. Voilà. Donc c'est pas mal pour les abeilles. On apprend dans l'IB que comme la nature est un peu paumée, les abeilles en profitent pour faire plus de réserves, donc elles vont mieux passer l'hiver. Alors faites comme les abeilles, profitez-en pour faire plus de réserves également. En revanche pour le ski, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura moins de mois skiables dans l'année, évidemment, mais compte tenu du nombre de Français qui skient, ce n'est pas non plus un truc qui touche tout le monde. Et puis, voilà où on en est, avec des petits insectes, une petite nature. Aussi, le bon côté des choses, c'est qu'on peut prolonger certaines cultures loin après l'été, et donc et les pâturages aussi qui vont être un peu plus gras pour les vaches. Voilà, donc il fait chaud, quoi. Après, c'est déconnant pour les cols roulés. Ne mettez pas des cols roulés. Faites pas comme Macron. Tu te rappelles quand il était en col roulé par 27 degrés à l'Elysée, là, tout rouge, tout suant. Oh, il fait le CNR, moi. Enlève ton col roulé, tu as l'air d'avoir chaud, chouchou. Ouais. Oui, après, c'est vrai que... Ouais, on ira skier au Qatar, c'est une très bonne idée. Ou en Arabie Saoudite, qui va ouvrir des pistes de ski. Donc nous, on n'aura plus de ski, mais bon, comme tu as du fric, tu iras à Dubaï dans des pistes de ski internes qui sont... Enfin, c'est... ce monde. Gardez vos cols roulés, l'hiver n'a pas encore commencé, attention. Au Liban, dans les hôpitaux, on ne tiendra pas un an comme ça. Bon, en France non plus, mais ce qui est étonnant, c'est que le Liban est un pays en faillite, avec, alors là, le gouverneur de la Banque du Liban, qui est... recherché pour corruption, c'est un bordel politique sans nom. En France, on nous fait croire que ça va bien, qu'on a un président qui gère, qui est le centre, voilà, on peut pas mieux faire, mais on entend la même chose, on ne tiendra pas un an comme ça. Mais alors au Liban, c'est encore pire, parce que, par exemple, là, c'est l'hôpital Rafik Hariri. L'État ne lui a fourni que 5 heures d'électricité sur le mois, sur ses besoins en électricité. Donc, un hôpital sans électricité, tu ne peux pas vraiment opérer, tu ne peux pas vraiment t'occuper des gens. Puis, il y a des ruptures de médicaments, donc c'est les patients qui achètent eux-mêmes leur traitement quand ils le peuvent. Et le médecin évoque le cas d'un homme de 70 ans qui s'est écroulé en pleurs dans son officine car il ne trouvait pas de traitement pour son fils malade, le suppliant de l'aider. C'est une situation que nous vivons tous les jours. Mais quand tu fais ce métier pour aider les autres, c'est dur de t'y habituer. Voilà. On a passé par beaucoup de situations difficiles. Au Liban, on a connu la guerre, à chaque fois en se disant que ce n'était qu'une phase, que ça irait mieux après. Mais là, maintenant, plus personne n'a d'espoir. On continue de travailler, mais on n'y croit plus. Voilà. Rappelez-vous, le Liban, notre président roi y était allé en disant qu'on allait faire des miracles, enfin qu'il allait faire des miracles, qu'il allait prendre en charge tout de suite, ça allait bien se passer. Il avait fait une grande conférence pour se mettre d'accord autour de la table et trouver quelqu'un qui allait prendre la suite du pays. Évidemment, tout ça n'a débouché sur rien. Et c'est toujours les braves gens qui s'en prennent plein la gueule. On va parler lithium, parce qu'on aime la mine ici au monde moderne. À Échassières, entre terre de mineurs et interrogation majeure.
Libé envoie un envoyé spécial là-bas. 60 ans après la fermeture de la mine des Montmains, la commune de l'Allier a appris lundi, je vous en parlais, c'était dans toute la presse. Ouais, on a une mine de lithium en France, c'est génial. On va créer 1000 emplois et polluer toute la nappe phréatique. Ah bah oui. Et donc du coup, alors petit problème, le précieux minerai blanc indispensable aux batteries de voitures électriques pourrait être extrait d'ici à 2028. Mais il y a un débat qui se fait jour dans cette commune, à savoir pourquoi la mine avait fermé. Regardez, ça c'était le 19 février 85. La ruée sur le lithium français aura-t-elle lieu ? Alors c'est cyclique. On se dit, est-ce qu'on va aller chercher du lithium ? Le problème, c'est que pour l'extraction du lithium, il faut beaucoup de produits chimiques, beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, il faut d'abord fracturer, ensuite mélanger le lithium avec de l'eau et des produits chimiques, ensuite sécher tout ça pour en faire une poudre, récupérer la poudre. Bref, je synthétise tout ça. Mais globalement, c'est extrêmement polluant, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau et c'est quand même foireux comme procédé. Et voilà ce qu'on nous dit dans un communiqué, Imesis, qui est la boîte qui va rouvrir la mine de lithium, qui promet les 1000 emplois. Eh bien là, elle promet une utilisation de techniques d'exploitation minière souterraine afin de minimiser l'impact sur l'habitat. Bon, d'accord, ok. Mais elle ne détaille ni la quantité d'eau, ni les produits chimiques nécessaires à l'extraction de lithium. Eh oui, parce que si elle commence, là, vous savez que vous avez toutes les organisations écolo et les riverains qui disent « Ah non, 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 stop, on arrête tout de suite. » C'est dégueulasse. Et le lithium, c'est encore plus dégueulasse parce qu'en réalité, les techniques sont dégueulasses dans l'extraction, mais elles sont plus respectueuses de l'environnement, mais encore moins des droits de l'homme. Dans les pays en voie de développement, par exemple en RDC, au Congo, 40 000 enfants, et oui, 40 000 enfants travaillent dans des mines pour extraire des ressources nécessaires aux batteries électriques. Ça, c'était un rapport de l'ONU en 2020. Des vidéos avaient circulé, j'en avais partagé une sur Twitter. C'est proprement scandaleux. Vous avez là une exploitation du travail des enfants qui sont quasiment esclaves, avec des produits chimiques, bref, etc. Mais c'est l'avenir. La voiture électrique, c'est quand même génial. Il ne faut pas oublier que c'est pour sauver la planète et que c'est super écolo. Non, c'est le capitalisme, stupide. Donc voilà, je plains les habitants de ce bled où la mine de lithium va ouvrir, ça va être quand même un beau bordel. Et puis, on est 1900, on peut encore faire, allez, 100 de plus si on est 2000, je compte sur vous, partagez le lien de ce stream, ça coûte rien, vous mettez ça partout, vous dites venez faire partie de cette grande communauté des modernos qui tend la main à chaque fois qu'on peut aux gens qui n'en peuvent plus, en fait, qui se disent c'est quoi ce foutage de gueule permanent. Oui, non mais voilà. Non mais moi, en fait, je veux bien, les écolos, tout ça, les mecs qui se collent au tableau, bon, faut arrêter, ça fait chier tout le monde. Même les écolos en peuvent plus, en disant, mais qui sont ces idiots ? Vous savez, les mecs avec Stop Oil et qui viennent se coller les mains, là, comme ça, là, et qui se mettent contre les tableaux. Et après, ils disent, You're destroying the planet, we're destroying the painting. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? C'est quoi qui te paye pour faire des conneries pareilles ? Pourquoi tu es si stupide ? Là, les derniers, c'était génial. Ils ont fait ça avec la jeune fille à la perle. Le mec a essayé de se coller la tête au tableau. Enfin, t'as rien compris. Son copain, lui a mis de la sauce tomate dans le cou. Je sais pas pourquoi. Et le vigile était là, comme ça. Il faisait rien. Et ils avaient leur t-shirt Just Stop Oil. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Mais vous allez arrêter vos conneries, s'il vous plaît ? Non, parce que ça sert à rien. Alors, peut-être... ça vous fait marrer maintenant, vous dites, ah t'as vu, je suis devenu un mème. C'est quand il met la sauce tomate dans le cou, qu'est-ce qu'on a rigolé. Par contre, ça m'a un peu brûlé la colle. Et puis la colle, c'est chimique, c'est pas ça qui va sauver la planète. Enfin, ça sert à rien de balancer de la soupe à la tomate, de la purée et du gâteau au chocolat pour dire qu'il faut sauver la planète. Enfin, c'est ridicule. Et puis la planète s'en fout. C'est ridicule. Bref, how dare you ? Faites-vous des couettes, c'est beaucoup mieux. Un grand mouvement de couettes, Just Stop Oil, avec vos couettes, ce sera beaucoup mieux. Non mais franchement, ces gens-là m'insupportent en réalité. Et je suis pas le seul à le dire. Et ça tombe bien, même chez les écolos, ça commence un peu à se dire, non mais c'est contre-productif ton truc. Mais qui les paye ? Qui sont-ils ? Qui fait les t-shirts ? Nous, on fait des beaux t-shirts d'ailleurs. Tiens, j'en profite, placement de produit, c'est dégueulasse. Mais regardez, on a une très belle boutique à rien du tout. Je suis féroce, page Ned, le monde moderne. C'est le-monde-moderne, myspreadshop.fr. Vous pouvez commander de magnifiques t-shirts et on a passé les 2000 grâce à vous, bravo. On est retombé très vite en fait. Je sais pas. Je pense qu'il y a un petit capping qui est bien fait chez Twitch parce qu'on était à 2000 et quelques et puis là on est à 1900.
C'est n'importe quoi ces réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas pour faire de beaux cadeaux. Vous avez des mugs, des t-shirts, des sacs, des tabliers également si vous souhaitez cuisiner férocement. Vous pouvez tout faire. Voilà, c'est cadeau et c'est à la commande. Voilà. Mais par contre, ne vous collez pas sur des tableaux s'il vous plaît. Ça sert à rien. Voilà. Les chiffres dans l'IB, 43%, plus 43%, c'est Total Energy qui annonce hier un bénéfice de 6,6 milliards de dollars au troisième trimestre. Une hausse de 43% donc par rapport à 2021, grâce à la flambée des prix, évidemment. Le groupe a déjà engrangé en 9 mois 17,3 milliards de dollars de bénéfices. C'est plus que l'année écoulée, l'année entière. L'année dernière. Donc, bon, on est vraiment là dans un truc 17 milliards de dollars. Alors, il ne faut pas se plaindre que Total soit une grande firme d'énergie et non américaine, ça emmerde un peu les Américains. Et c'est bien d'avoir une grosse boîte qui fait de l'énergie. C'est encore mieux quand elle la vend pas cher et quand elle partage le flouze avec tout le monde. Parce que là, évidemment, les actionnaires, eux, sont très contents, mais il n'y a pas que les actionnaires dans la vie. Il faut penser à ceux qui travaillent, comme ceux qui se sont mis en grève pour dire « Oh, on a vu les 17 milliards, on les a vus passer, nous. Et nous, on a généré tout ça, parce qu'on a bossé tous les jours. Alors maintenant, on veut notre part du gâteau. Et on fait la grève. Et on a bien raison. » Donc voilà. Total, oui, mais partagez. Soyez sympa. Et puis l'autre chiffre, c'est le moins 52% de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui a publié mercredi son bénéfice net au troisième trimestre, 4,4 milliards de dollars, une baisse de 52% par rapport à l'an dernier. Alors là, c'est pour un chiffre d'affaires qui reste quand même coquet, 27,7 milliards de dollars, recul de 4%, certes. Mark Zuckerberg, lui, explique que c'est dû au contexte économique instable. Il n'explique pas que c'est juste que tout le monde se barre de Facebook parce qu'il a censuré tout le monde et que le métavers, ça emmerde tout le monde. Voilà. Mais sinon, non, le mec, il est content. Il dit non, c'est super. C'est super. Non, mais sérieux. Les gens se barrent de Facebook. Ça va finir comme MySpace, tu sais. À la fin, il n'y avait plus personne. Au début, il y avait MySpace. C'est le premier réseau social que j'ai fait pour Blackpool. C'était marrant, tu découvrais le truc, tu mettais des photos, tu causais aux gens, tu disais que tu faisais de la musique et tout. Puis après... Et là, Meta, non, se déguiser en schtroumpf pour aller dans le métavers, pour faire des réunions LinkedIn, non, j'ai pas envie. Personne n'a envie en fait. C'est de la merde. Hop. Voilà, alors, sobriété énergétique. Le changement d'heure va-t-il permettre d'économiser de l'énergie ? Alors, il faut savoir que c'était déjà le cas à l'époque, c'était pour notamment la lumière. Et là, le changement d'heure qui était en passe d'être abandonné par l'Union européenne, avant que la pandémie du Covid-19 ne grippe le processus. Oh, joli, ça c'est dans les échos. Joli jeu de mots, bravo les échos. Bon, bonne nouvelle, à l'heure de la sobriété énergétique, c'est en tout cas pour faire des économies qu'il avait été instauré. Alors ça reste à voir, c'est évidemment pour moins éclairer le matin ou le soir, ou je ne sais plus. En tout cas, je trouve formidable ce changement d'heure. Non, c'est complètement pété, quoi. Moi, je vais rester à l'heure d'été. Faites comme moi, restez à l'heure d'été, de toute façon, on s'en fout. On bosse pas, nous, on fait autre chose. Enfin, j'ai pas changé d'heure. Ah là là. Valeurs actuelles, en interne, le grand des Zemmour. Et oui, crise chez Valeurs actuelles, parce que Geoffroy Lejeune, le rédac-chef qu'on croise sur tous les plateaux de télé et de radio, serait sur le départ. Alors apparemment non, il est resté. Iskandar Zafa, qui est l'actionnaire principal, dit non, je le garde, il est bon lui. Mais quand même, ça a un peu tiré dans tous les sens parce qu'ils ont été trop zémouristes. Puis Zemmour a fait un flop. Enfin, il a fait 7% quand même, beaucoup plus que Valérie Pécresse. Mais après, Reconquête, ça met pas tout le monde d'accord. Et donc, chez Valeurs, on ne sait plus trop quoi faire. Alors, on appelle peut-être Bolloré à la rescousse. Allô, Vincent, tu as des sous pour acheter un journal de droite et de droite ? T'en as marre ? Oh, bah dommage. Mais peut-être que Vincent va arriver. Et pour
pour sauver Valeurs Actuelles qui est en chute libre de vente. Donc c'est la Bérésina. Et ils ne savent plus quoi faire pour sauver le titre. Alors Iskandar Safa reste. Il dit non, mais on va faire un truc propre, vous allez voir. Enfin, propre, c'est Valeurs. C'est vrai que je lis plus trop, j'avais lu au début parce qu'ils ont des pubs, ils ont des trucs, c'est un autre monde Valeurs Actuelles, c'est vraiment pas mal. Ils ont des dossiers de fonds qui sont pas mal du tout. Tu vois un peu comment c'est fait et tout. Et oui, Valeurs Actuelles appartient à un milliardaire franco-libanais, absolument, mais celui-ci n'avait pas été très content de la ligne qui a été prise parce qu'il voulait que le journal soit le journal de toutes les droites et pas seulement des humoristes. Donc voilà, encore raté. Sinon, Elon Musk prend le contrôle de Twitter et la première chose qu'il fait, c'est qu'il vire le patron, il vire la responsable juridique, enfin il vire 4 cadres dès qu'il arrive. Voilà, le directeur financier, la directrice des affaires juridiques et le PDG Parad Agrawal en disant « Cassez-vous, c'est à moi maintenant ». Et c'est vrai qu'il a décidé d'acheter Twitter. Alors, cher, 44 milliards de dollars, c'est quand même très cher. C'est pour ça qu'il ne voulait plus l'acheter, parce qu'il dit, c'est quoi cette offre toute pétée? Je ne vais pas foutre 44 milliards là-dedans quand même. On parle d'un réseau social complètement... Non, si, d'accord. Bon, cassez-vous, je les vire tous. Peut-être va-t-il virer aussi pas mal d'employés. En tout cas, il a rassuré les investisseurs hier et les annonceurs en disant qu'il ne changerait pas brutalement la politique de Twitter de modération, politique de censure, pour être sûr que la plateforme resterait un lieu de débat serein et bienveillant. En tout cas, voilà ce qu'il a tweeté hier. The bird is freed, l'oiseau est libre. Reste à voir s'il sera vraiment libre. Il a un projet, au-delà de Twitter, de faire une sorte de WeChat, un réseau où on pourrait tout faire à l'intérieur. C'est bizarre, c'est flou, on ne sait pas vraiment. En tout cas, voilà ce que fait Elon Musk. Il achète Twitter, il vire les gens et on verra sur produit dans quelques mois, j'imagine, ce que va devenir cette plateforme. J'y suis sur Twitter, évidemment, avec un nom débile qui est Poulain 2012, puisque j'ai ouvert mon compte Twitter en 2012, il y a 10 ans déjà. Que d'aventure. Voilà. Oui. Je pense qu'il a acheté Twitter pour en faire un... Il veut multiplier les utilisateurs et faire de l'argent de toute façon. Donc, c'est un homme d'affaires. Il ne fait pas ça pour le débat et la liberté d'expression. Enfin, si, peut-être un peu, mais bon. Sinon, c'est dans Les Échos, le journal de Bernard Arnault. Et là encore, pas un mot en une. C'est très succinct. Ça vient de sortir, mais c'est l'INSEE qui sort une estimation provisoire publiée ce matin. Le PIB... a progressé de 0,2% et au cours des 3 mois précédents, il avait augmenté de 0,5%. C'est un coup de frein à la croissance française. Je ne vous cache pas qu'on est assis sur une dette de 3 000 milliards d'euros, qu'on est en progression de 0,2%. La récession, c'est 0 ou moins. Ce sera après l'annonce de la BCE en décembre. Que les faillites se multiplient. Que les prêts continuent, enfin les prêts, les cadeaux, les chèques cadeaux pour faire croire que tout ça peut tenir, qu'il y a plus de 3 millions de chômeurs de catégorie A, et qu'on a un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous explique que tout va très bien, qu'il y a peut-être un sentiment d'inflation, mais qu'en réalité la France gère mieux que les autres, et qu'on va faire une politique du plein emploi. Pourquoi pas ? Moi aussi j'aime les histoires. Moi aussi j'aime la fiction, les séries. Moi aussi. Mais à un moment... Non, Siri, je t'ai rien demandé, toi. À un moment, il faut peut-être aussi... les gars, avouez que c'est la faillite. Ou que c'est une période extrêmement difficile. Et que ça ne sert à rien de faire une réforme des retraites et de l'assurance chômage, sachant que les gens vont déjà suffisamment morfler. Ce serait peut-être même du bon sens. Maintenant, face à moi, je ne sais pas, diriger un pays par le tas de tempêtes, c'est pas quelque chose de facile. Et je ne vous cache pas que j'ai eu du mal. Heureusement que Carla était là pour me rassurer dans les moments de doute. Maintenant, je ne doute plus. Je suis persuadé qu'Emmanuel Macron est bien meilleur que moi. Ça m'évitera peut-être d'avoir affaire à des jugements, des procès d'intention, parce que j'ai tout fait pour les Français. Voilà. Le déni économique, c'est assez fort, parce qu'on parle du déni climatique, mais c'est rigolo à côté du déni économique. Et puis pour finir, j'avais raté cette news chez Paul dans l'IB qui nous explique quand même que le gouvernement Borne est le plus cher de la 5e. Alors déjà, le gouvernement Castex avait été le plus cher, mais là, Borne a réussi à exploser encore les budgets en nous expliquant que c'est la fin de l'abondance.
Comment c'est possible 174 millions d'euros, c'est ce que coûte le gouvernement d'Elisabeth Borne chaque année aux Français. Alors, elle vient de commencer, donc on verra. Peut-être qu'on pourra faire des coupes. Petite motion de censure, par exemple. Voter à plusieurs. Non ? Bon, tant pis. 41 ministres, 565 conseillers. C'est l'équipe la plus chère de l'histoire. Le budget est en hausse de 4,3% par rapport à l'époque Castex, qui avait augmenté cette somme de 26% par rapport à Édouard Philippe. Eux se mettent bien. Nous, par contre, faut manger du carton, quoi. C'est quand même assez particulier. Et puis, allez, je vous remets le générique parce qu'on va finir avec 2 passages sur Télémouton qui sont formidables. D'abord, on va avoir Agnès Buzyn qui balance. Vous allez voir, c'est formidable. Je vous mets d'abord le générique et puis après, je vous mets Agnès Buzyn. Allez, c'est parti. Je n'attaque personne. En mais réalité, vous êtes vous attaquer, Agnès Buzyn. Oui, mais moi, j'ai envie d'attaquer les experts qui ont raconté n'importe quoi sur les plateaux, qui, eux, ne sont pas mis en examen, qui, au moment où moi, j'essayais d'alerter et de me mobiliser, les Européens, la Commission européenne, il n'y a pas eu un expert, vous ne trouverez pas un interview qui disait que c'était grave, et on les a entendus dire tout et son contraire sur les plateaux de télé. Voilà. Et donc moi, si je dois m'énerver, quand je dis tout le monde s'en foutait, je m'énerve essentiellement sur la communauté scientifique qui n'a pas fait à ce moment-là une certaine analyse des risques qu'ils prenaient. Et plus les gens étaient péremptoires à dire que l'épidémie allait s'arrêter à l'été, comme l'ont dit certains du Conseil scientifique, certains membres du Conseil scientifique, et pas les moindres, ont dit quand même que l'épidémie allait s'arrêter 3 fois. Ils avaient l'agenda de l'épidémie. Mais moi je dis, quand on est un scientifique, qu'on est dans une telle incertitude, surtout, on est prudent dans ses prises de parole. Et plus on est péremptoire, plus je pense que le public devrait avoir peur. Or, plus ils étaient péremptoires, plus ils étaient invités. Voilà, c'est ça. Si je dois vraiment aujourd'hui m'énerver, c'est tout ce que j'ai vu sur les plateaux télé pendant 1 an et que j'ai pu analyser de là où j'étais, c'est-à-dire de... Impressionnant quand même. Plus on est péremptoire, plus... Mais Agnès... Attends, c'est pas toi qui as supprimé l'hydroxychloroquine ou la chloroquine en disant que c'était dangereux, qu'il fallait arrêter de prescrire ça tout de suite ? C'était péremptoire, non, tout ça ? C'est pas toi, le Rivotril ? Ou c'était Véran, déjà ? Je sais plus. À quel moment t'as pas été péremptoire, en vrai ? Non, mais sérieux. Là, tu la sens, elle est prête à balancer. Les mecs, ils sont là, bon, attention, mais ils ont pas peur d'elle, parce que je pense que ça va, elle ira... elle ira pas très loin, mais globalement, cette idée-là de dire « Mais les experts, ils racontaient n'importe quoi, alors que moi, j'alertais, moi qui suis mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, et qui interdit des médicaments, alors que l'épidémie commençait, moi dont le mari a ouvert le labo P4 à Wuhan. » Ce fameux labo P4, dont... c'est quand même impressionnant. Alors, dans les épidémies, il y a toujours eu, dans les histoires des épidémies, des théories du complot, d'où vient le virus, qui nous a empoisonnés, pourquoi on en est là. Là, on ne cherche même pas d'où vient le virus ou qui a empoisonné. Non, on a un débat maintenant qui est décalé sur la responsabilité et sur 4 doses. On va d'abord débattre sur le produit Pfizer en disant mais c'était 2 doses à ce prix-là, ces 4 doses ça a augmenté et on l'a tous chopé, y compris toi. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique et je ne suis pas péremptoire. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis posé autant de questions et que j'ai conchié le pass sanitaire qui était une hérésie dans une démocratie libérale. On n'est pas des Chinois, bordel. Et les pauvres Chinois, je les plains puisqu'à Wuhan, ça y est, à nouveau, il y a un confinement pour plus de 800 000 personnes. Mais tout va bien. Tout va bien. Donc là, elle a essayé de se défendre. Et puis de l'autre côté... toujours sur Télémouton, on a Agnès Pannier-Runacher, on l'adore Agnès, elle est formidable. Elle est ministre de quoi qu'elle est ministre ? La transition oncologique ? Un truc du genre. Et donc, voilà, elle explique que c'est super, ça marche, c'est super, regardez. En tout cas, les concertations ont lieu en ce moment. Olivier Dussopt... le ministre du Travail est à la manœuvre. Et je veux dire que cette réforme des retraites, elle est importante pour nous tous.
D'abord, parce qu'elle a des objectifs sociaux. Ces objectifs, c'est d'augmenter... Normalement, l'objectif d'une réforme des retraites, c'est le régime des retraites. Ça n'est pas les énergies renouvelables, hein, théoriquement. Mais justement, je vais revenir. Oui, mais quel est l'enjeu de cette réforme des retraites? C'est d'augmenter le minimum de retraite. Aujourd'hui, monter le minimum retraite à 1 100 € pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, ça me paraît être une mesure de justice sociale qui est de nature à bénéficier aux Français. Faire en sorte de mieux prendre en compte les carrières hachées, notamment des femmes qui, à certains moments, doivent s'arrêter pour leur enfant. Ce qui marque c'est les une Français, mesure c'est l'âge de de justice départ et le sociale. nombre de trimestres. Et puis, à quoi va être utilisé l'argent qui sera récolté en changeant l'âge. Est-ce que ce sera vraiment le régime des retraites ou est-ce que... Vous comprenez que travailler jusqu'à 65 ans pour une retraite misérable, c'est une mesure de justice sociale. Hein, il s'agit de sauver un système à bout de souffle. Mais c'est social, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Alors, bah ouais, c'est totalement social. C'est tellement social qu'on a envie de dire, mais non, mais arrêtez tout de suite, arrêtez ça. On ne peut pas continuer encore longtemps avec ce système-là. Mais bon, c'est... Alors, Hostel Krief fait quand même... Non, mais attendez, vous ne pouvez pas dire... Enfin, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Donc, elle est ministre de la Transition écologique. Elle s'en fout, hein, évidemment, comme tous les autres ministres. Mais elle est là pour être porte-parole de Macron, en fait, et essayer de vendre des réformes, des contre-réformes, en fait, de la maltraitance, en expliquant que c'est pour ton bien. T'as compris que c'était pour ton bien? Moi, j'ai rien compris, perso. Perso, je n'ai pas l'impression qu'on me veut du bien. Mais après, si globalement, vous nous dites que c'est pour notre bien, peut-être qu'à force de rabâcher, on va le croire. Alors bon, pour les mecs qui sont dans le côté, les 7% de Français qui pensent qu'il n'y a pas de sentiment d'inflation, bon, c'est perdu, hein, on ne pourra plus rien. Mais pour le reste, c'est impressionnant. C'est la magie, en fait. Hein. C'est la magie de Télémouton. En tout cas, merci à vous d'être tous les matins ou presque sur cette revue de presse du Monde Moderne, sur twitch.tv/Le Monde Moderne. On n'est pas 2000. Ben non, on est passé à 2000 et puis très vite, on est repassé à 1900. C'était extraordinaire. L'algorithme, c'est extraordinaire. La façon dont Twitch gère le comptage. Je cherche même plus à comprendre. En tout cas, on est ici chez Amazon, chez Jeff Bezos. On le salue. Bravo Jeff, t'es un mec super. T'envoies des super fusées dans l'espace et en plus, t'as une super plateforme. Donc voilà, je fais un peu de lèche, on ne sait jamais. Hein. Ça peut peut-être marcher puisqu'on est 1977, on va peut-être repasser les 2000. Je vois toujours 2 cas. Ah bah c'est moi alors qui vois la moyenne en fait, excusez-moi. Bon alors on a fait les 2000, je dis de la... et c'est vrai, je dis beaucoup de bêtises. Parce que je ne fais que lire les bêtises qui s'appellent l'information. Et puis après, on peut en rigoler. Je pense que c'est assez important de garder la pêche, de garder le moral. Et bien sûr qu'on la fera à la tartiflette, évidemment. On n'aura pas d'autre choix que de la faire. Et de la partager avec vous, cette tartiflette au carton, et de dire que tout ça est formidable. Nous vivons une époque formidable, avec un président qui est sans doute le meilleur qu'on ait jamais connu, un gouvernement qui est le plus cher qu'on ait jamais connu. Ça fait mal au cul quand même. C'est cher quand même pour les services rendus, qui sont quand même des sévices. Donc voilà, je sais pas. Retour lundi sur les ondes. Bon week-end. Comme d'habitude, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez plein de liens pour nous retrouver partout. C'est pas ça du tout. C'est là. Avec GG, bien sûr, avec le Discord, Patreon, Twitch, YouTube, mais maintenant la boutique, j'ai pas mis à jour, honte à moi. Et vous voulez le générique encore? Vous êtes grave. Hein. Est-ce que vous voulez encore le générique? Le nouveau générique? Moi j'ai envie parce que je suis joueur. Allez, oui, on finit là-dessus et puis ensuite je vous mets vie macroniste et je file, j'ai des choses à faire et vous aussi. Oui, vous êtes des vrais gosses en fait. C'est incroyable. On fait prout et tout le monde rigole, quoi. C'est vraiment, je suis pas fier de la communauté des modernos ce matin, je dois vous dire. Non, en fait, je suis très fier, c'est très drôle. Enfin, c'est nul, mais c'est drôle. Bon, ça fait toujours rire, quoi, désolé. Et voilà. Ah, bah voilà, ça rigole. Hein. D'ailleurs, c'est le Camoulox, c'est vrai, j'invente rien.
les deux Cad et Olivier qui avaient fait le générique du Camoulox un peu de cette façon-là. Allez, les liens et vieux macronistes, bon week-end à tous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et soyez modernos, bajned à tous, ciao. Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi, vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste, putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime Bachiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux macroniste. Ah ça c'est de la chanson comme on aime ici.